On va démarrer. On va démarrer. Voilà, merci à tous. Merci, je suis très content d'être là, même si j'étais en retard et que du coup on était obligé de switcher. En fait, j'avais un rendez-vous médical m'a retardé un petit peu et qui est plus long que prévu. Et donc, il y a deux conclusions à cette infortune qui m'a fait arriver en retard. La première, c'est qu'il faut toujours compter sur ses amis, parce que Mona a très gentiment accepté de switcher. C'est un point important, hein, il faut être entouré de proches pour faire face à l'adversité. La deuxième chose, c'est qu'il faut prendre les patients à l'heure, parce que les patients, ils ont une vie derrière, et quand on les prend pas à l'heure, ça fait tout cafouiller. Donc, je le note aussi pour moi plus tard, quand on recevra les patients, de prendre bien à l'heure. On m'avait demandé de faire une présentation sur la recherche, et comme je suis un petit brin psychopathe, j'ai dit je vais faire un peu différemment. J'ai dit je ne vais pas vous parler de recherche pure, parce que déjà, en une heure, je ne pourrais pas. Il faudrait des jours et des jours pour vous dire tout ce qui est fait pour de la recherche en psychiatrie. Et donc, il y a plein de domaines, je suis incapable de vous résumer, hein, l'imagerie, des choses, plein de choses qu'on ne connaît pas. Et donc, quand on fait de la recherche, on finit par se spécialiser dans un élément. Mais surtout, il y a plein de recherches dans tous les sens, ce qui est encourageant, mais il n'y a pas forcément toujours un transfert de la recherche vers la pratique, vers les soins pour le patient. Et donc, je me suis dit, je vais vous faire un petit aperçu d'une partie de la recherche que je connais bien, qui est la génétique, et comment, avec la recherche, on peut avancer concrètement pour les patients. Ou est-ce que des fois, avec la recherche, on fait chou blanc et des choses qui ne sont pas mises en place pour les patients. Alors, une petite diapo de lien d'intérêt, comme ça, vous voyez ce sur quoi j'ai été payé avant. Pourquoi je m'intéresse à la génétique? Les maladies psychiatriques, c'est des maladies hautement irritables. On a tous en tête que les maladies cardiovasculaires, c'est très héritable, il y a beaucoup de génétique derrière, et donc quand on a fait un infarctus, ces enfants ont risque de faire un infarctus plus élevé que la population générale. Et c'est encore plus vrai dans les troubles psychiatriques. On le sait parce qu'il y a des études qui l'ont montré. C'est plus héritable encore que le diabète, le maladie Parkinson, etc. Et pourtant, quand on regarde un petit peu les choses, le baromètre de la schizophrénie qui est fait par l'association Promesse, UNAFAM, la Fondation de l'Unitaire, le laboratoire Janssen, montre qu'il y a 71% des Français qui ignorent que la schizophrénie peut avoir des composantes génétiques. Vous le savez, puisque vous êtes dans une association où vous êtes plus informé que les autres. Et puis, quand on demande aux psychiatres, est-ce que vous avez des patients qui vous posent la question de l'héritabilité de la maladie, quasiment tous les psychiatres ont eu la question. Parce que quand on annonce un diagnostic d'une schizophrénie, la plupart du temps, la question qui vient, c'est d'où est-ce que ça vient? Est-ce qu'il y a un risque pour les autres? Qui est-ce qui a causé ça, etc. Quand on regarde un peu une autre façon de réfléchir, c'est d'aller regarder sur Google. Vous savez, maintenant, avec les algorithmes d'intelligence artificielle, en fait, dès que vous tapez quelque chose sur Google, il vous suggère la suite. Donc, si vous regardez son anglais, vous mangez en français, vous faites le test is schizophrénia, vous laissez compléter. Is schizophrénia, héréditaire, génétique, curable, c'est-à-dire peut soigner, peut guérir. Est-ce que c'est un trouble handicapant? Est-ce que c'est un trouble de personnalité? Est-ce que c'est une maladie? Est-ce que c'est hérité, etc. Est-ce que c'est hérité du père ou de la mère? Vous voyez. Donc en fait, ça veut dire que les gens sur Google, quand ils tapent est-ce que la schizophrénie et qu'ils laissent Google finir, la plupart du temps, les phrases d'après, c'était est-ce que c'est héréditaire génétique? C'est-à-dire que c'est les premières questions qui sont cherchées par les. Donc, c'est une question qui intéresse le monde. Un petit peu plus maintenant de science. Une façon de mesurer ça, c'est de regarder comment ça se passe dans les familles. Si vous avez des vrais jumeaux qui ont 100% de la génétique en commun, qui sont des copies, si l'un a une schizophrénie, l'autre a 50% de risque d'avoir une schizophrénie. C'est énorme. S'il y a la génétique faisait rien, ce serait le même taux dans la population générale, c'est-à-dire 1%. C'est-à-dire que 100% de l'ADN en commun, c'est 50% de risque partagé. C'est pas 100%, donc la génétique fait pas tout, mais la génétique fait quand même beaucoup. Si vous avez une schizophrénie et que vous avez un enfant, votre enfant a 10% de risque de développer une schizophrénie. C'est un sur risque par rapport à la population, c'est quand même rassurant, c'est-à-dire que 90% des cas, il n'y aura pas de schizophrénie. Il peut y avoir d'autres choses, mais il n'y aura pas de schizophrénie. Donc vous voyez quand même que la génétique joue, mais n'explique pas tout. Je vais tout de suite tordre le cou à certaines idées, c'est que la génétique, ça ne veut pas dire hérédité. Et c'est ça qui est compliqué à comprendre. C'est qu'on a tous en tête de ah oui, c'est génétique, donc c'est héréditaire, donc forcément c'est arrivé de quelqu'un. Non, pas forcément. Regardez cette situation. Deux parents qui vont très bien, ils ont des enfants qui vont très bien, ils en ont un qui est souffre de schizophrénie. En fait, ce qui s'est passé dans cette situation-là, on appelle une mutation de novo. L'ADN, en fait, il n'est pas donné des parents aux enfants, il est recopié par les parents pour être donné aux enfants. Et donc, qui dit recopiage dit qu'il peut y avoir des fautes de recopiage. Et dans cette situation-là, vous avez une situation ici qui peut être complètement génétique, mais qui n'a rien à voir avec
l'hérédité. C'est intéressant parce que ça veut dire que toutes ces confusions qu'on fait en disant c'est très héritable, est-ce que c'est génétique, est-ce que c'est pas génétique, etc., ça dépend des situations. Donc c'est pour ça qu'il ne faut pas trop mélanger les concepts et j'ai essayé de vous montrer un peu ce qu'on sait et ce qui peut être utilisé. Un tout petit peu de bio, on prend un être humain. L'être humain est composé de cellules, hein, c'est comme un Lego qui est empilé par des petits cubes, c'est vraiment ça. Et dans ces petits cubes de Lego, il y a des chromosomes, représentés par ces espèces de X là. Et en fait, les chromosomes, c'est des molécules d'ADN. Et la molécule d'ADN, c'est une forme de spirale. Peu importe, mais en gros, il y a un code à l'intérieur de nos petites briques de Lego. Et ce code, cet ADN, est basé de 4 lettres. C'est 4 lettres. Donc en fait, avec 4 lettres, on va écrire le livre qui constitue un être humain. Avec des milliards et des milliards et des milliards de lettres. Et que 4 lettres à chaque fois. A, T, C et G. Alors, la première chose que les gens se sont dit, c'est on va étudier ces lettres-là et on va faire ce qu'on appelle des puces à ADN. En fait, on va regarder les lettres à certains endroits de l'ADN et on va regarder s'il y a plus de A, plus de T en fonction des cas. Donc, vous prenez par exemple 1000 patients qui ont une schizophrénie, 1000 contrôles. Les gens qui n'ont pas de schizophrénie. Et vous dites, à un endroit, j'ouvre le livre à un endroit, je regarde sur cette page-là, il y a soit un T, soit un C. On sait qu'il y a dans la population, en gros, qui n'a pas de schizophrénie, c'est 50-50 à peu près. Bien, si les patients avec schizophrénie, il y a 62% qui ont un C. Il y a plus de patients qui ont un C dans le groupe schizophrénie que dans le groupe contrôle. Donc, je fais des statistiques. Et donc, je trouve qu'il y a plein de marqueurs partout comme ça, et on commence à connaître les gènes qui sont en cause, qui sont associés en tout cas à la schizophrénie. Donc là, c'est une première étude. Ça, c'est vraiment très intéressant d'un point de vue recherche, parce qu'on a trouvé maintenant plus de 200 gènes qui ont été associés par ça avec la schizophrénie. C'est des gènes qui sont impliqués par nous dans le fonctionnement des neurones, dans le glutamate, donc ça ne nous étonne pas trop, c'est intéressant. Et après, les gens se sont dit, alors, on va utiliser cette connaissance génétique pour calculer des scores. On va grouper toutes ces connaissances-là avec des calculs un petit peu savants, puis on va regarder ce que ça donne. Les scores, ils suivent ce qu'on appelle une loi normale, enfin, peu importe, mais ça fait une sorte de chapeau comme ça. Puis plus vous êtes élevé, plus vous avez un score à risque pour la schizophrénie, plus vous êtes bas, plus vous êtes protégé, on va dire, pour la schizophrénie. Et maintenant, je dis, voilà, j'ai une femme, je ne sais pas si elle est malade ou pas, mais je vais calculer son score génétique pour la schizophrénie. Je calcule son score, elle est ici. À votre avis, elle est malade ou pas malade, cette dame? Potentiellement. J'en sais rien, je ne sais pas, je ne l'ai pas vu. J'ai juste un score. Regardez, ça c'est les contrôles dans la courbe gris, et ça c'est les classes dans la courbe orange. Elle est située ici, donc en gros elle est ici. Et bien avec mon score, elle a autant de chances d'être malade que pas malade. Donc mon score, il ne sert à rien. C'est très intéressant parce que j'ai fait plein de recherches, j'ai dépensé des milliards et des milliards d'euros, j'ai collecté des données pour centaines de milliers de personnes, et à la fin, je ne peux rien dire pour cette personne-là. Ça, ce qu'on appelle les scores polygéniques. C'est très intéressant en termes de recherche parce que ça nous aide à faire plein de choses, mais ça ne sert à rien pour les patients. Or, si vous allez regarder un petit peu en ligne, vous avez des tests qui sont vendus. Hein. Vous achetez ça, il y en a qui mettent ça sous le sapin de Noël, c'est un cadeau. Et donc, vous envoyez votre salive dans un petit tube, vous envoyez ça aux États-Unis, parce que c'est interdit en France, c'est illégal, donc ne le faites pas. Mais vous envoyez ça aux États-Unis, là-bas, il y a une entreprise qui fait le score polygénique, qui vous renvoie par la poste un résultat vous disant voilà, votre risque de schizophrénie est de 60%. Mais ça ne veut rien dire, parce qu'en fait, vous êtes sur ce calcul-là, donc en fait, ça ne veut rien dire pour vous. Mais c'est un business. En même temps, il collecte vos données ADN, quand même, quelque part. Hein, et surtout, ce n'est pas du tout encadré par une pratique. Et puis, quand on prend un document ce soir rappelant que vous avez 60% de risque d'avoir un schizophrénie, vous avez 30% de risque d'avoir un diabète, etc., comment vous vivez ça? Et en plus, ça ne veut rien dire. Donc, ne le faites pas. C'est pour vous dire, ça, c'est pour vous donner un exemple de la mauvaise avancée scientifique. C'est-à-dire, oui, c'est intéressant d'un point de vue recherche, mais ensuite, c'est détourné, ça ne sert pas aux soins, ça sert à se mettre de l'argent un peu dans la poche. Ça, c'est enregistré, donc j'assume complètement dans l'enregistrement hein, pour aller mettre en ligne. Je ne suis pas content de ces compagnies-là qui le font, et pourtant, ils le font. En France, heureusement, c'est interdit, mais aux États-Unis, c'est complètement régulé. Alors, du coup, il y a une société internationale de psychiatrie génétique qui a écrit des recommandations qui a dit ce type de score n'est pas utilisable en pratique clinique, ni pour trouver les individus à risque, ni pour le diagnostic. Donc, ne le faites pas.
Évidemment, peut-être que dans l'avenir, on va comprendre mieux ces scores, on va mieux les utiliser, on comprendra les choses, donc peut-être que c'est une piste de recherche d'avenir, mais ne le faites pas en pratique clinique. Vous voyez là, je vous montre l'exemple frappant de la recherche, c'est bien, mais attention, il y a plein de phases entre la recherche et l'application en soins. Et quand vous lisez un article ou une étude qui dit que, ça ne veut pas dire qu'il faut prendre pour l'argent comptant, parce qu'une étude qui dit que c'est tout le temps vrai. Tapez schizophrénie et n'importe quoi dans un moteur de recherche, vous allez trouver tout n'importe quoi. La schizophrénie peut être traitée par la consommation de brocoli. Vous avez un article là-dessus. Mais en vrai, c'est pas prouvé. Donc, une étude qui dit qu'il y en a plein, il faut qu'il y ait plusieurs études qui montrent quelque chose. Et surtout, après, il faut qu'on voit si ça a un intérêt pour la pratique clinique et ça prend du temps. Et le temps de faire de la recherche, c'est un temps long, et le temps de l'appliquer à la clinique, ça peut prendre du temps. Alors, par contre, je vais vous dire quand même qu'il y a des avancées en génétique, parce que non, je vais arrêter de faire de la génétique. En fait, le problème, c'est que ce que je vous ai montré, c'est ça, dans la génétique. C'est-à-dire que c'est des choses qui sont très fréquentes dans la population. 60% des gens peuvent avoir ça, 80% des gens peuvent avoir ça. Et ça augmente un tout petit peu le risque de développer une schizophrénie. C'est-à-dire que quand vous avez un facteur là-dessus, ça augmente de 1,001 le risque de schizophrénie. C'est vrai que statistiquement, dans des grandes populations, c'est intéressant, mais pour un individu, ça ne sert à rien. Par contre, il y a d'autres choses de ce côté-là qui sont intéressantes. C'est des rares. Il y a personnes, 20 personnes, 30 personnes concernant le monde. Et quand on a ce variant-là, ça augmente énormément le risque de développer une schizophrénie. Et ça, c'est intéressant parce que ça veut dire que pour un patient donné, si j'ai un variant qui est rare, à ce moment-là, j'ai compris quelque chose pour lui. Alors, j'ai compris quoi? Déjà, ça va me permettre de réduire la stigmatisation. Ça, c'est typiquement ce qui s'est passé dans le champ de l'autisme, qui va arriver dans le champ de la schizophrénie. C'est-à-dire que dans l'autisme, avant, vous savez, on accusait la mère d'ailleurs, désolé pour les pères, mais c'était surtout la mère qui était accusée. Hein. On disait la mère réfrigérateur, elle élève mal ses enfants, elle n'est pas assez joyeuse, etc. En fait, ça, c'était la conséquence. On a un enfant autiste qui a des problèmes, bah, forcément, vous en pâtissez. Donc, en fait, on accusait ça, on accusait les mères. Aujourd'hui, on sait que l'autisme, c'est une maladie archigénétique. C'est que il n'a pas de chance, il y a une anomalie génétique, l'enfant ne se développe pas bien, et du coup, l'entourage souffre. Donc, on a inversé la cause et la conséquence. Ça va être la même évolution dans la schizophrénie. La schizophrénie, c'est des maladies très génétiques, très biologiques, et évidemment, ça a un temps de sens dans l'entourage. Donc, en fait, et partir de ça, ça déstigmatise, ça casse l'image négative de la maladie. Ça permet aussi éventuellement d'accepter les choses. Tout à l'heure, on parlait de la nosognosie. D'ailleurs, je suis content que vous disiez nosognosie et pas déni des troubles, parce que déni, ça suppose qu'on soit actif. En gros, on dit, bah, je fais l'effort de refuser la maladie. On raconte un peu quand même ce que ça veut dire en plus de stigmatisation. La nosognosie, c'est un trouble cognitif, comme disait Madame Molla, et du coup, ça veut dire que c'est pas qu'on refuse, c'est que le cerveau n'a pas conscience du trouble. D'ailleurs, en neurologie, on dit anosognosie, on ne dit pas déni des troubles. Vous voyez, donc c'est-à-dire que les maladies neurologiques ce sont des maladies belles, le patient n'est pas responsable, la psychiatrie, c'est le patient qui ferait exprès d'être malade. Vous voyez un peu la mentalité qui est derrière. Hein. L'autre question, c'est une question que tout le monde se pose vraiment intérieurement sans forcément oser la formuler de cette façon-là. Imaginez, là, vous avez une maman qui a un trouble, qui a une schizophrénie par exemple, un enfant qui a une schizophrénie. Le frère, la sœur, là, ils doivent s'inquiéter pour eux, mais ils peuvent s'inquiéter aussi pour leurs enfants. En disant, et nous, qu'est-ce qui va se passer? Voire même des fois, ils se censurent et disent, moi, je ne veux pas d'enfants parce que si j'ai des enfants, est-ce qu'il y a un risque qu'ils soient comme mon frère et ma mère? Hein. Ça, c'est des histoires vécues. Il y a des patients qui viennent nous voir pour ça. Avec la génétique, on peut essayer de répondre à ces questions. L'autre chose, c'est qu'il faut qu'on arrête en psychiatrie de voir par le bout de la lorgnette. C'est-à-dire, en gros, le psychiatre, il voit, et puis il voit le patient, il ne voit que la psychiatrie. Il ne se pose aucune autre question. Mais en fait, le cerveau, il est dans un corps. Le corps, c'est pas juste l'âme qui est au-dessus de la tête, il y a plein de choses. Donc en fait, il faut qu'on rapproche la psychiatrie du reste de la médecine. Quand on commence à voir le patient dans sa globalité, qu'on s'intéresse à d'où vient la maladie, c'est une histoire génétique, souvent l'anomalie génétique a avoir une conséquence sur le cerveau, sur le rein, sur le cœur, etc. Je vais vous montrer des exemples après pour que ce soit plus parlant. Et l'idée à terme, c'est d'avoir des approches spécifiques. Pas de faire de la thérapie génique, on n'en est pas là en psychiatrie, mais de dire on va adapter le traitement à la connaissance de la génétique en dessous du patient. Je vous montre deux types d'exemples. Le premier, c'est ce qu'on appelle des copy number variants, ou alors vous pouvez dire des lésions duplication, c'est plus simple. En gros, ça, je le dis tout à l'heure, c'est un recopiage du code qui se fait mal entre les parents et l'enfant. Typiquement, vous avez un livre, vous photocopiez le livre, les parents, chacun photocopie leur livre pour le donner aux enfants. Quand on photocopie un livre, on peut oublier de photocopier un chapitre, ce qu'on appelle la délétion.
Ou alors, on peut copier trop de fois un chapitre, ce qu'on appelle les duplications. En gros, vous voyez ici, vous avez les régions ABCD. Là, il manque une région sur un chromosome. De l'autre côté, vous avez deux fois la région C. C'est une duplication. Ça peut donner des troubles avec une schizophrénie. Donc ça se fait par des techniques très faciles. CGHRS, c'est vraiment de la pratique courante dans plein de choses. L'autisme, c'est devenu banal de faire ça. Schizophrénie, pas encore très nombreux à proposer, mais ça commence à arriver. On mélange de l'ADN d'un patient et d'un contrôle, on les colorie, et en fait, on regarde en termes de couleur comment ça s'additionne. Ici, vous avez l'ADN du contrôle, ici l'ADN du patient. Rouge et bleu, ça fait du jaune. Là où il manque un petit bout chez le patient, vous voyez la couleur rouge qui sort. Là où vous avez trop le matériel, il y a une duplication, vous avez copié trop de fois le chapitre, c'est la couleur du patient qui prédomine, vous avez du bleu. C'est archi simple. En fait, c'est une peinture chromosomique, puis vous regardez la couleur. Ça permet de détecter ce qu'on appelle des délétions duplication. Et je vais vous en parler d'une en priorité, qui est la délétion 22q11. Pourquoi celle-là? Parce que c'est rare, c'est une personne sur 3000 à peu près. C'est rare, pas énormément, mais c'est la maladie grave la plus fréquente en psychiatrie. On voit quand même beaucoup de patients. À Sainte-Anne, dans le centre de référence dont je m'occupe, on a plus d'une cinquantaine de patients qui ont cette anomalie génétique et qu'on voit. Et ils n'ont pas tous une schizophrénie, à peu près un tiers qui a une schizophrénie, c'est quand même important, mais ce n'est pas tous. Quand vous expliquez à un patient qu'il a une anomalie au niveau d'un chromosome, que personne n'est responsable, ce n'est pas les parents, c'est la faute à pas de chance, il y a un problème de recopiage qui ne s'est pas fait, que ça explique des troubles des apprentissages, que ça explique les problèmes de comportement qu'il y a pu y avoir avant, que ça explique l'apparition des symptômes en psychiatrie, j'ai l'impression que quand même on a fait une part pour réduire la stigmatisation des maladies. La deuxième chose, c'est de permettre une pensée génétique. Imaginez que la maman là, elle est un petit bout de chromosome qui manque, elle ne le savait pas, elle a fait des enfants, elle a transmis au garçon qui est ici, qui lui est malade, mais elle n'a pas transmis aux frères et à la sœur. Eux, ils n'ont pas de problème pour eux, ils peuvent avoir des enfants. Sans aucun problème, il n'y aura pas plus de risque que la population générale. Si lui, le garçon, il veut des enfants, il peut recourir à des techniques prénatales ou préconceptionnelles pour éviter de transmettre l'anomalie génétique. C'est pas de la science-fiction, hein. C'est des choses qui se font couramment en service de génétique. Quelqu'un qui a une anomalie génétique, il ne veut pas la transmettre, il peut faire du diagnostic prénatal, ou faire de la fécondation in vitro et trier les embryons pour donner naissance à un enfant qui n'a pas d'anomalie génétique. Autre point, dans la délétion 22q11, il faut faire attention à plusieurs choses, notamment les malformations cardiaques, parce que c'est associé. Donc, si je trouve un patient qui a une schizophrénie qui est liée à ça, une des premières choses que je vais faire, c'est que je vais l'envoyer voir un cardiologue. Je vous assure que quand vous voyez la tête du cardiologue, la première fois qu'un psychiatre lui écrit un courrier en disant « J'ai fait l'analyse génétique, j'ai trouvé un variant, je vous l'envoie », bon, ok, d'accord. Vous voyez un peu la déstigmatisation aussi de la psychiatrie qui se rapproche de la médecine. Deuxième chose, quand vous pensez à regarder le calcium, ce qu'on fait rarement sur les prises de sang, parce qu'il y a des patients qui ont des diminutions du taux de calcium avec cette anomalie génétique, ça aggrave les symptômes. Ils peuvent être aussi à risque d'épilepsie. Donc ça veut dire qu'on va adapter un peu les traitements. Et ça, c'est le dernier point, c'est qu'on va adapter la prise en charge. Les patients, quand ils ont une schizophrénie qui démarre, souvent ils sont résistants au traitement. Et donc, du coup, on va assez rapidement aller à la clozapine. La clozapine est un traitement qui peut générer une épilepsie, donc on fait attention en mettant soit un autre médicament, soit en faisant un contrôle EEG un peu régulier. Et puis, en termes de prise en charge personnalisée, on parlait tout à l'heure de la prise en charge non pharmacologique. Maintenant, on a un programme d'éducation thérapeutique qu'on a fait en partenariat avec l'association Génération 22, qui s'appelle CIRA, où on explique aux patients ce que c'est que la maladie, ce que c'est que les symptômes, ce que c'est que l'anomalie génétique, et comment il va faire face pour sa maladie pour la suite. Donc, on développe ce qu'on appelle l'empowerment, et pas vraiment de traduction correcte en France, c'est en une, Mona? Non. C'est en gros le pouvoir d'avancer malgré la maladie, enfin, de faire face à la maladie. Donc ça change complètement la perspective, on arrête de stigmatiser, on en fait de cette connaissance génétique une force plutôt que de la subir. Premier exemple, donc avec cette espèce il manque un chapitre quelque part sur le chromosome 22, paf, il y a un petit bout de chromosome 22 qui manque. Autre exemple, c'est maintenant plus un chapitre qui manque, mais c'est une lettre qui va changer quelque part. Donc, je vous remonte l'ADN, par exemple là, le code c'est AACTTTG, ben là, c'est plus un G, c'est un T par exemple. Ça a plein de conséquences quand ça tombe dans un gène qui est parfois dans le cerveau. Comment on attrape ça? On fait du séquençage d'ADN. En gros, c'est très simple, on marche sur l'ADN,
Et chaque fois qu'on passe une marche, ça libère une couleur différente en fonction de la lettre. Donc en gros, on colorie, si vous voulez, un peu le livre. Et puis des fois, il y a une couleur qui n'est pas comme d'autres personnes. Donc du coup, on dit, tiens, là, il y a une mutation. Tout ça, c'est très simple, hein. C'est des techniques hyper simples aujourd'hui et c'est juste des prises de sang à chaque fois, hein. Donc c'est vraiment pour les patients, c'est archi simple. Pour nous, ce qui ça nous demande, c'est pas tellement la technique, c'est après comprendre où est-ce que c'est situé, comment on l'interprète, parce que quand il y a un code avec des milliards et des milliards de lettres, aller chercher la lettre qui est perturbée à un endroit, c'est un peu plus difficile en termes informatiques. Je vous donne un autre exemple, un cas clinique concret d'un patient qu'on a reçu au centre de référence. Un homme de 25 ans, difficultés scolaires, relations sociales depuis l'enfance, jamais exploré, imaginez un peu tout le poids de c'est un mauvais élève, pas d'effort, etc., etc. Développe des symptômes psychotiques à l'adolescence. Affaire assez courante. Il s'y fait pas. Symptômes psychotiques à l'adolescence. Nous, on se dit, attention, symptômes psychotiques sur des histoires neurodéveloppementales, on va à la génétique. C'est bizarre parce qu'il y a plein de psychiatres qui vous diront, bon, je ne vois pas pourquoi. Histoire neurodéveloppementale, on va à la génétique. Maintenant, c'est un réflexe qu'on devrait avoir. Donc, on fait un séquençage d'exomes, donc on regarde pas toutes les lettres, mais en gros, on regarde toutes les lettres qu'on connaît, qu'on sait interpréter, toutes les pages du livre qu'on sait interpréter, et on trouve des variants génétiques dans un gène qui s'appelle MMA-HC. Peu importe, retenez pas le nom du gène, ça n'a aucun intérêt. Mais l'intérêt, c'est qu'il y a en gros, une faute de frappe qui est chez la maman, une faute de frappe qui est chez le papa. Et manque de bol, ils ont transmis la faute de frappe des deux côtés. Donc ça, c'est une maladie qu'on dit récessive, ça vient du père et de la mère. Tout à l'heure, ce que je disais avec la dominante, c'est la maladie dominante, peu importe les fautes, mais en gros là, on a le mécanisme. Ce qui est très intéressant, c'est que c'est un gène qu'on connaît bien et qui est impliqué dans plein de fonctions biologiques, mais donc on sait que c'est ceux-là qui dysfonctionnent. Donc quand ça dysfonctionne ici, ça augmente ce qu'on appelle l'homocystéine, qui est une molécule qui donne des troubles psychiatriques. Mais tout ce qui est très intéressant, c'est que en fait, on peut donner des vitamines ici et ici, et ça va diminuer le taux d'homocystéine. Donc en fait, là, ce qu'on a fait pour ce patient-là, c'est qu'on a dit, OK, on arrête de se focaliser sur des traitements psychiatriques qui ne marchent pas et qui donnent des effets secondaires. On va le traiter par vitamine. C'est du psychiatre à qui on explique ça. On arrête tout, on met des vitamines. C'est des cas rares, hein. Je ne dis pas qu'on va sauver le monde avec des vitamines. Mais voilà, typiquement ce qu'on fait. Deuxième chose, c'est des anomalies qui donnent des problèmes au niveau du rein et de l'œil. On l'envoie chez l'ophtalmo, on l'envoie faire un bilan rénal. Là, les collègues, quand on leur parle de ça, ils disent OK, d'accord, je vois très bien ce que le maladie c'est. Les néphrologues, ils ont dit OK, on prend une semaine après, là, c'est un rendez-vous de néphrologie à la Pitié Salpêtrière. Vous voyez un peu qu'on commence à parler le même langage que les autres médecins. Deuxième chose, c'est l'entourage. La sœur ici, elle était en attente de faire un enfant, et elle disait moi je ne veux pas tant qu'on n'a pas fait l'exploration génétique chez mon frère. Et ben on lui a dit écoutez, votre frère, il n'a pas eu de chance parce qu'il a tiré 2 fois le mauvais numéro. Vous, c'est impossible que vous ayez tiré 2 fois le numéro et que vous soyez malade. Et au pire, vous avez juste une anomalie vous. Mais si l'enfant ici, il a une anomalie, c'est soit, enfin, il peut l'avoir arrêté de vous, mais pour qu'il soit malade, votre enfant à venir, il faudrait aussi que votre mari, il ait lui aussi pas de chance de son côté de sa famille à lui. Donc en gros, vous pouvez être rassuré, allez-y. Elle a dit ok, j'y vais, mais je vais quand même aller voir une généticienne. Je dis très très bien, parce que c'est ce qu'il faut faire. On ne va pas juste se baser sur le discours du psychiatre là-dessus, il faut aller voir le généticien. Tout cas, il peut faire un test pendant la grossesse pour vérifier qu'il n'y a pas de problème chez l'enfant. Et vous voyez, là, on rend un énorme service. Alors, on n'arrive pas toujours à des choses comme ça, mais en gros, on est bien dans cette histoire. On réduit la stigmatisation de cet enfant, le conseil génétique qui est là, on prévient les comorbidités, rein, œil, etc. Et en plus, pour le coup, on a un traitement à lui donner qui a amélioré les choses. Je vous dis que ça, c'est des exemples. Parce que pour l'instant, on est encore dans une zone grise de la psychiatrie, donc on ne sait pas quelle est la biologie en dessous. On essaie de mettre un petit peu de couleur. Est-ce qu'on va réussir à mettre de la couleur partout ou sur une partie, j'en sais rien. Puis après, une fois qu'on aura mis de la couleur, on dira ce patient-là, il faut le traiter comme ça, celui-là comme ça, celui-là comme ça, etc. Je vais vous donner quelques exemples, je peux vous en donner d'autres. On a fait des papiers récemment sur l'usage du topiramate, qui est un antiépileptique dans le syndrome de Prader-Willi, une anomalie de chromosome 15, cette fois, qui donne des troubles psychiatriques. Dans le syndrome Phelan-McDermid, qui donne de l'autisme avec des catatonies par stimulation, par neurostimulation non invasive. Donc on commence à avoir mis les couleurs pour un certain nombre de patients et à mettre en place des traitements personnalisés. Alors comment on fait?
bah, en fait, on va pas le faire tout seul, parce que c'est pas possible qu'on fasse juste à Paris. Donc, il y a une carte maintenant qui va être refaite là. On va avoir dans quelques jours ou quelques semaines la liste des nouveaux centres. Il y en a de plus en plus qui vont se développer. Et en fait, on quadrille à peu près le territoire. Sur Paris, vous avez plusieurs endroits. Vous avez en gros la Pitié-Salpêtrière jusqu'à fin de l'enfance, début de l'adolescence. Après, on bascule sur l'hôpital Sainte-Anne, parce que c'est chez nous. On peut quadriller le territoire. Mais souvent, c'est le plus simple, quand vous ne savez pas à qui vous adresser. J'ai mis les coordonnées, je vous les remettrai après, mais vous nous envoyez un mail, et nous, on s'arrange pour voir quel endroit de France il y a des centres spécialisés maladies rares. Donc, vous entrez dans un centre spécialisé maladies rares, c'est très simple. Il y a à côté, on va faire le maximum en termes de soins, notamment sur l'histoire génétique. Il y a plein de choses qu'on ne connaît pas. Aujourd'hui, la chance de trouver une anomalie génétique dans la schizophrénie, c'est entre 5 et 10% en fonction des formes. Vous voyez qu'à 90% des patients, j'en sais rien. Donc, vous voyez que la limite entre soins et recherche, elle est très très fine. Parce qu'en fait, vous venez me voir, je vous dis, je fais ce qu'on s'est fait en 2023. Et peut-être qu'en 2024, j'aurai des nouvelles techniques et j'aurai même de nouvelles connaissances génétiques qui me permettront d'augmenter encore le rendement de mes examens. Donc en fait, quand on est dans ces centres-là, on est à la frontière entre le soin et la recherche. La réalisation des tests génétiques, c'est très simple. C'est une prise de sang, archi classique, c'est hyper classique. La seule difficulté, elle réside dans faire signer le consentement éclairé aux patients. Les patients ont du mal des fois à comprendre ce qu'il y a derrière, ce que ça implique. Et puis on rentre dans une histoire qui peut avoir une implication pour la famille. C'est-à-dire qu'en fait, si on trouve quelque chose, ça peut avoir un impact pour les proches. Donc là-dessus, il y a aussi de la recherche à faire en termes d'éthique aussi, comment on améliore la possibilité aux patients de consentir à des tests. Mais en tout cas, ça, c'est des choses qui sont encadrées complètement maintenant dans le plan France Médecine Génomique, qui est un plan national dans lequel on a la chance en France d'être. En gros, la France, sur ces questions génétiques, psychiatriques, est probablement la nation la plus avancée, fait des choses beaucoup plus avancées que le reste du monde. Pour une fois qu'on en avance, on va s'en glorifier. Hein. Mais quand on dit aux États-Unis, nous, on a un système qui est gratuit pour le patient, qui permet d'accéder à des tests génétiques dans la schizophrénie, comment vous faites? On n'est pas mauvais, quand même. Mais il y a quand même des critères pour y accéder, donc autisme, trouble de développement intellectuel, la déficience intellectuelle, ça c'est archi facile d'y accéder. Dans la schizophrénie, il y a des critères. Il faut qu'on ait d'abord fait cette recherche de délétion d'unification, donc on a regardé s'il y a bien tous les nombres de pages, parce que c'est facile à faire et c'est un peu dommage de passer par des examens plus difficiles ensuite, en termes d'interprétation. Et puis il y a des critères. Mais en gros, avec les critères, ça couvre beaucoup de patients, c'est soit un début précoce, soit une résistance au traitement, soit des symptômes très importants avec les traitements classiques, soit des difficultés neurodéveloppementales, une scolarité spécialisée, une épilepsie, etc. Donc en gros, on ne sort pas si mal que ça. Et puis si on ne s'en sort pas avec ça, il y a une autre technique qu'on peut faire pour au moins faire ça, mais un petit peu à minima. Donc en gros, aujourd'hui, on peut proposer des tests génétiques à quasiment la majorité des patients qui souffrent de schizophrénie. La seule limite, elle est de dire qu'est-ce que le patient a compris de ça, qu'est-ce que ça va avoir comme impact sur la famille. Et des fois, j'y vais. Je ne fais pas les tests parce que ce n'est pas le moment opportun pour le faire. La personne me dit, mais moi, je veux. Un patient qui m'a dit le jour, je veux craquer le code de Dieu, je voudrais savoir ce qu'il y a à l'intérieur de mes cellules. Je sais pas. On en reparle quand on aura bien discuté de la génétique et voilà. Hein. Donc, on avance en soins. Et je vous ai dit, il y a plein de patients qu'on laisse sur le carreau parce que tout simplement, je n'ai pas encore la connaissance scientifique pour avancer. Alors, on vient d'obtenir un financement de recherche, je peux vous l'annoncer parce que c'est tout récent, ça fait une semaine qu'on le sait, qui s'appelle le projet Messidor 2022, qu'on a appelé Schizome, pour faire du séquençage de génome dans la schizophrénie. En gros, on va faire la technique qu'on connaît la plus avancée en termes d'analyse génétique. Et on va vous proposer d'emblée tout de suite à vous. On va le faire à partir de tubes de sang qui ont été collectés par la Fondation fondamentale et par l'Institut de psychiatrie, le GDR 3557. Donc en gros, si vous êtes rentré dans ce projet de recherche-là via les centres experts, via les recherches de professeurs Crêpe, etc., a priori, il y a déjà de l'ADN. On va, en fonction de critères cliniques, sélectionner des échantillons, faire du séquençage de génome. On va voir quel taux de succès on a. Est-ce qu'on explique 5, 10, 20, 30% des cas? On va faire des techniques vraiment avancées. Et puis, avec cette base de données, on va tester plein d'hypothèses. Est-ce que c'est plutôt des gènes de l'immunopsychiatrie? Est-ce que c'est des gènes qui sont importants dans le glutamate, dans le cerveau, etc. On va faire plein d'hypothèses.
Ça va vraiment être de la recherche. Mais on part des échantillons qui ont déjà été faits. Et puis l'autre point, c'est qu'on se dit, mais en fait, pourquoi on ne va pas plus vite à de la génétique? Pourquoi les gens ils y croient pas? Est-ce que c'est parce qu'ils ne pensent pas que le cerveau, c'est un organe comme les autres? Est-ce que c'est parce qu'il y a des difficultés éthiques? Et donc ça, c'est un point que je voulais, c'est très bien que je puisse venir voir, c'est qu'on va faire une sorte de comité dans lequel on voudrait inviter les associations pour réfléchir à ces histoires de consentement. Donc je pense que Schizo, oui, ce serait génial, parce que c'est un projet purement schizo. C'est super. Mais du coup, voilà, en fait, c'est la réflexion autour de ça. Et peut-être même qu'il faut qu'on produise des documents un peu facile à lire et à comprendre, parce que peut-être que des fois, il y a des techniques qui sont un peu difficiles à maîtriser quand on n'est pas spécialisé en génétique. Peut-être qu'il faut qu'on travaille des documents. Voilà. Alors, je finis en vous disant que ça, c'est la partie vraiment où j'ai fait un truc purement génétique, mais comme je vous disais tout à l'heure, la génétique fait pas tout, hein, sinon, les vrais jumeaux, là, ils ont 100% de l'ADN en commun, ils seraient à 100% de risque en commun, donc 50%. Donc, il y a une part pour l'environnement, évidemment, le cannabis, multiplié par 5 le risque de développer un trouble psychiatrique. Donc, le cannabis, méfiez-vous. Surtout si vous avez des facteurs génétiques, mais ça, on ne le sait pas, hein, on ne sait pas nos facteurs génétiques. Probablement qu'il y a des gens qui sont hyper sensibles sur le plan génétique, ils consomment du cannabis, ils basculent dans la schizophrénie. Donc, on joue un peu à la roulette russe. Hein, il y a une balle dans le revolver, on regarde. Là. Il n'y en avait pas, c'est bon, je peux continuer à fumer. Ah, il y en avait une, c'est trop tard. Donc, méfions-nous du cannabis, vraiment. Tout ce qui est traumatisme dans l'enfance, tout ce qui est vie en milieu urbain, tout ce qui est être exclu sur le plan social, c'est des facteurs de risque de l'adolescence. Et donc tout ça, c'est des choses qu'on connaît. Et en fait, ce qu'on pense, c'est que ces facteurs environnementaux, ils ne vont pas changer le livre, ils ne vont pas changer le code de l'ADN, mais ils vont modifier des choses qui se fixent sur l'ADN, notamment des groupements métiers, ces genres de petites boules qui se mettent et qui disent au génome, là, il faut aider, prendre le livre pour en faire une copie, etc. Donc en gros, c'est un peu comme s'il y avait une partition de musique, et puis la partition, elle est là, et après, il y a l'interprétation, la façon dont on appuie, la force avec laquelle on appuie sur les touches. Et donc ça, c'est déterminé par l'épigénétique, et c'est déterminé par l'environnement. Et donc c'est pour ça que l'environnement a une influence sur la génétique, et que la génétique prédispose à des histoires de sensibilité à l'environnement. Voilà, je termine juste avec cette image que j'aime beaucoup. C'est vraiment à la fois la version du vieux psychiatre, vous voyez, enfin voilà. Et en même temps, l'avenir, c'est que on apporte la génétique au lit du patient, hein, et c'est vraiment ça la combinaison de la connaissance psychiatrique qu'on a, mais aussi des avancées scientifiques qui va nous aider à mieux prendre en charge les patients dans un avenir, j'espère, le plus rapide possible. Merci. Vous voulez revoir? Une demi-heure pour des questions. Vous voulez que je mette le psychiatre, le vieux psychiatre à le barbu? Vous savez que Freud a lui-même dit que la génétique, elle allait aider le monde. Hein. Il a dit en 1921, 22. Vous avez fait l'annonce, vous êtes allé? Ma question, c'est que moi, dans ma famille, j'ai 2 cas de schizophrénie. J'ai un neveu qui est le fils de mon frère aîné et mon fils. Alors, pour anecdote, quand même, je signale que pour mon neveu qui s'est suicidé, il avait une copine et il a eu un de ses copains bienveillants qui a fait dire à cette copine que comme il était malade, il ne pouvait pas avoir d'enfant. Et c'était mon neveu, mais c'était aussi mon filleul. Et j'avais suffisamment discuté avec lui. Et je pense que son suicide est dû à la rupture qu'il a eue par rapport à ce problème-là. Donc, il est mort. Moi, mon fils, la maladie, elle démarrait aussi par un suicide. Donc, il y a effectivement une connotation génétique, à mon avis. Alors, est-ce que mon fils qui veut avoir un enfant a plus de risques que ce que vous avez expliqué là? J'ai fait des études de génétique, donc relativement Merci. Puisque vous expliquez que votre vécu illustre parfaitement les choses, de la stigmatisation, l'autocensure vis-à-vis de femmes d'enfants, etc. Si on n'a pas de connaissance, si on n'a pas fait d'examen génétique, on va rester une sorte de statistique. Je vais vous dire, avoir un enfant
quand on a une schizophrénie, avec 10% de risque pour l'enfant. Mais ça, je le dis statistiquement sur les populations. Si j'ai fait des examens génétiques et que j'ai trouvé pourquoi génétiquement il y avait la schizophrénie, je peux essayer ici dans mes réponses. C'est-à-dire que c'est 20%, 25%, 50%, 0% éventuellement. Et pour ça, il faut qu'on ait fait des tests et qu'on ait trouvé. Donc, c'est des réponses qu'on espère avoir dans quelques temps, mais c'est tout à fait légitime dans ce cas de figure de faire des génétiques, c'est une prise de sang. Envoyez un mail, crmrc@ghu-paris.fr. Vous dites qu'on s'est vu à schizo, oui, comme ça je pense bien. Tout en bas. Et ce qui est bien, c'est d'avoir votre fils et les deux parents, si on peut, sinon on s'arrange. Mais bon, ça va, on s'arrange. Parce que ça nous aide juste à interpréter, mais ça maximise les chances de trouver quelque chose. Mais on le fera quand même. Je pense que la seule limite pour la génétique, c'est de ne pas le faire quand le patient ne comprend pas du tout ce qu'on fait. Parce que là, on va bouger des choses qui sont des fois difficiles. C'est la seule limite, je pense. Il peut avoir un enfant dans tous les cas. Et peut-être que c'est une question qui se pose effectivement. Sur l'éthique. Sur l'éthique, D'avoir des enfants, je pense que c'est aussi une question d'éthique, parce qu'on ne peut pas interdire des malades de ne pas avoir d'enfants. Le choix soit fait, c'est mieux d'avoir un bon bien sûr, oui, c'est un choix individuel. Vraiment qui interdirait à mon fils. c'est bien d'avoir un choix éclairé en cette cas. Il y en a plusieurs. Je ne sais pas qui a le Oui, moi j'ai une question à poser. J'ai un fils qui a été déclaré schizophrène récent, et aussi aujourd'hui. Je vais poser la question psychiatrique. Pas plus simple. C'est moi qui me débrouille avec l'aide d'association aussi. Et ce fils, il a un enfant. Il y a un risque. Il y a un risque de 10% de l'immédiat. Mais il y a 90% de chances que ça se passe bien. C'est une question hyper importante que vous posez. Pour 99% des psychiatres ne vous proposeront pas de test génétique. C'est sûr, parce que c'est des choses trop récentes. C'est des choses que le plan transmission génomique, ça fait 2 ans à peine qu'on le lance. Donc le temps que j'arrive à informer tous les psychiatres qui veulent bien se laisser informer, hein, c'est enregistré, hein, c'est ça tout. Donc, je me prends des tomates par les collègues en sortant dans les. Vous en saurez plus que les psychiatres. Parce que vous êtes venu, vous avez expliqué que vous êtes à fond dans la question de la recherche, de ce qu'on fait de mieux en termes de soins. Donc vous allez être en avance sur les collègues psychiatres, c'est sûr. Donc c'est vous qui allez les informer de tout ce qui est possible. Qui veulent bien se laisser informer. Pour vous répondre, monsieur, la question est que si votre fils se pose ces questions-là, ou que je lui dis que j'estime de faire confiance et qui veut, bien sûr, c'est légitime de poser la question. Maintenant, pour votre petit-fils, il y a 6 ans, la première chose, c'est de vous rassurer en disant que la majorité du temps, d'après les statistiques, il n'y aura pas de problème pour lui. Maintenant que vous connaissez la maladie de votre fils, si vous détectez des symptômes chez votre petit-fils à un moment, vous allez faire de votre connaissance une force. C'est-à-dire que vous allez dire, à ce moment-là, mon petit-fils, il faut qu'il vienne très vite voir un psychiatre. Parce que plus on interviendra tôt, mieux sera la suite. Et donc ça, c'est un point important, c'est que vous allez utiliser la connaissance que c'est d'histoire génétique possible pour amener plus facilement votre petit-fils à des points. Et l'autre schéma, ça veut dire attention, il y a un risque plus élevé, qui n'est pas à 100%, qui est libre. Et là, c'est lui, c'est votre petit-fils, il va faire très attention à la consommation de laisse. Voilà. Vous voyez, quand on fait de la prévention, et donc c'est pas horrible la génétique, mon Dieu, c'est catastrophique, tout le monde va être mal dans la scène, c'est pas ça. On fait de la prévention et de l'intervention rapide. Comment ça se passe? Si vous voulez me voir seul en disant est-ce que moi je suis porteur d'un risque génétique de schizophrénie, je dirais vous n'êtes pas malade, rassurez-vous, je ne peux pas le faire. C'est ça la limite de la génétique, c'est que je fais des examens chez les gens qui sont malades. Parce que sinon, ça ne va rien vous apporter.
Pas quel âge vous avez, mais a priori, vous n'avez pas trop de risque d'avoir une schizophrénie. Se développer une schizophrénie maintenant. Oui, ben, merci en tous les cas pour toutes les informations que vous donnez. Alors moi, je vais parler de mon cas aussi. J'ai une sœur qui est autiste. J'ai une autre sœur qui a fait une très grave dépression et son propre fils a fait aussi des délires, des bouffées délirantes, etc. Et pour ma fille, qui est donc schizophrène, mais sans pour le diagnostic n'a pas été clairement posé, mais bon, je retrouve beaucoup de points communs. Donc là, je me pose effectivement la question, enfin, génétique aussi. Et deuxième question, quelle est la formation des médecins dans ce domaine actuellement, des psychiatres, qu'en est-il? C'est plus simple de répondre à la deuxième question. À peu près égal à 0. Pourtant, je ne me lâche pas ma peine pour aller dans tous les congrès et leur dire c'est vachement important. Mais en fait, on n'arrivera pas à former tout le monde à la génétique, mais au moins si les collègues psychiatres se disent ok, c'est des histoires génétiques qu'on ne sait pas faire, mais on envoie à quelqu'un qui sait, ça c'est bien. Et ça, autant tout à l'heure, j'ai écouté le débat sur ces moments où on envoie vers l'organisation collective, il y a plein de psychiatres qui disent mais non, ça je sais faire, je vais m'en occuper. Autant il y a vraiment, quand c'est une autre spécialité de type génétique, ils comprennent qu'ils savent. Ils ne sont pas très à la page et ils n'hésitent pas à envoyer vers quelqu'un. C'est peut-être une meilleure angle de tir parfois pour les choses. Après, sur la question, vous avez raison, c'est-à-dire qu'il y a au sein des familles, parfois pour la même histoire génétique, des tableaux différents. Comme la génétique ne fait pas tout et qu'il y a un poids de l'environnement, l'environnement, des fois, il fait basculer vers la schizophrénie, des fois vers un trouble bipolaire, des fois vers une dépression, des fois vers un autisme. Et donc, il y a une variabilité même avec la même anomalie génétique. D'ailleurs, les patients qui ont la délétion de Guillaume, qui ne sont pas tous avec une schizophrénie, même qui ont une hyperactivité, qui sont avec le trouble autistique, d'autres avec de l'anxiété, d'autres avec la même anomalie génétique peut donner des trucs très différents. Donc, il faut vraiment faire attention à ces histoires-là. Pas se stresser non plus, parce qu'il y a toujours dans la famille des histoires. Quelqu'un a fait une dépression, parce que c'est une maladie tellement fréquente, 10-20% de la population maintenant fait une dépression. Et quand ça se répète un peu, il faut se dire qu'il y a quelque chose à creuser. Oui, il faut venir dans son système de classe. Oui, je tenais vraiment beaucoup à vous remercier parce qu'en fait, s'il y a un point que je peux retenir, c'est ne pas confondre irritabilité et génétique. Et ça peut participer effectivement à tout le processus de déstigmatisation qu'on peut avoir vis-à-vis de la maladie. Et donc, même pour moi, je trouve que c'est bien et que ce message-là devrait peut-être passer auprès de vos collègues qui sont psychiatres. Alors, la question que je dois me poser, c'est comment inviter à la fois le psychiatre et son patient à inviter le patient lui-même à faire un test de génétique. Autre question peut-être qui est peut-être liée, c'est est-ce que les parents, parce que nous avons un fils qui est schizophrène, il vaut plutôt dire qu'il a cette maladie-là plutôt qu'il est. Donc est-ce que nous aussi, on devrait aussi être invité à faire un test de génétique. Et puis la troisième chose, c'est que à l'heure actuelle, maintenant, bon, il y a à un moment donné, vous disiez que la recherche peut-être a l'air de patiner un petit peu, mais quoique bon, j'ai l'impression que ça avance pas mal. Est-ce que vous utilisez maintenant l'avancée des IA, des intelligences artificielles, pour effectivement accélérer davantage le processus, mais aussi dans la recherche aussi des nouvelles molécules et peut-être aussi affiner aussi les tests de génétique. Voilà. Il faudrait quasiment une demi-heure à chaque fois pour répondre à tout. Moi, c'est des questions essentielles. Le premier point, c'est que oui, je pense que la génétique va déstigmatiser les maladies psychiatriques parce qu'on n'est pas responsable de cette biologie. En fait, que ce soit hérité ou pas hérité, donc qu'est-ce qu'on y veut faire? Moi, je ne peux rien faire. Donc, je pense que oui, il faut arrêter de se culpabiliser. Il faut se dire que, comme dans l'autisme, la schizophrénie, c'est une maladie très génétique. Il faut casser cette image de c'est moi qui ai fait quelque chose de pas bien, c'est mon enfant qui a fait quelque chose de pas bien, etc. C'est plus ça la connaissance aujourd'hui de la schizophrénie. La deuxième question que vous posez, c'est quand on fait une analyse génétique, le plus simple pour réfléchir, c'est de réfléchir avec les parents.
Parce que, justement, comme génétique n'est pas héritabilité, enfin, n'est pas héritée, donc du coup, on va regarder ces histoires d'erreurs de recopiage. Donc, en fait, on va par exemple uniquement chercher sur l'enfance qui n'est pas présent chez les parents, ce qui n'est pas une erreur. Donc, c'est plus simple pour nous d'aller regarder dans les milliards et les milliards de lettres qui contient le livre, ou de faire des combinaisons entre les parents. C'est plus simple d'avoir les parents, mais on peut se débrouiller sans les parents, mais c'est quand même mieux d'avoir une leçon chez les trois. En plus, ça permet aussi que le patient accepte ces choses en disant bah oui, moi il passe, mais mes parents aussi ils viennent et ils donnent leur sang. Ça, c'est un peu utile. Et là, en fait, c'est vraiment des choses sur lesquelles on fait un retour derrière. Donc, on fait un retour où on dit voilà, au patient, on a trouvé ou on n'a pas trouvé. C'est pas la recherche que je stocke pour dans 10 ans, 20 ans. Et là, je vous donne un résultat dans 6 mois. Je préfère dire 6 mois, parce que ça prend un peu moins de temps, mais je préfère dire 6 mois. Donc, c'est vraiment quelque chose sur lequel vous avez un retour. Donc, toute la famille a un retour. Ça, c'est un autre point, c'est que quand toute la famille a un retour, c'est important que quand on fasse les tests, tout le monde soit au clair. Ça peut bouger des choses. Ça m'est arrivé d'avoir des familles qui ne comprenaient pas bien les choses et qui me disent bah, en fait, finalement, l'anomalie, elle est héritée du papa, donc du coup, c'est de sa faute. Vous voyez, elle est un peu comme ça. Donc, il faut vraiment être un peu au clair dans ce qu'on fait. C'est ça, c'est pour ça qu'il y a tout un processus dans la prescription. C'est pour ça qu'il faut que ce soit fait par des gens qui connaissent un petit peu les choses. C'est pour ça que les psychiatres vous proposent ça. Et moi, je crois que pour faire bouger les choses, c'est par les familles que parce que les patients, les pauvres, eh ben, dès qu'ils sont en mode, alors je sais pas qu'est-ce qu'ils sont captifs du psychiatre ou c'est quoi le mot? Et puis il y a quelqu'un qui a dit ça, ils sont dirigeants, voilà, le psychiatre régent. Ben, c'est ça. Malheureusement, le patient, il est un peu coincé, quoi. Et puis, il ne peut pas tellement s'opposer au psychiatre, sinon ça passe pour une opposition, puis voilà, ça aggrave. Et du coup, les familles, elles peuvent ouvrir des portes. Il faut savoir comment les ouvrir, parce que si vous les ouvrez trop fort, le psychiatre derrière, il n'est pas content, etc. Mais c'est aussi via vous que les connaissances, elles vont évoluer et que la pratique, elles vont évoluer. Donc ça, c'est hyper important. En matière d'IA, oui, alors oui, mais pas dans ce que je vous ai présenté là, mais par exemple, typiquement sur les scores polygéniques, maintenant l'idée c'est de faire de l'intelligence artificielle, du machine learning, des réseaux de neurones pour essayer de mieux calculer ces scores et essayer de prédire les choses. Il faut faire attention à ce qu'on dit, ce qu'on prédit aussi, parce que si on arrive à prédire que quelqu'un va développer une schizophrénie alors qu'il a 6 mois, 1 an, qu'est-ce qu'on en fait, quoi? Vous voyez, en fait, ça peut être un peu à double tranchant cette histoire-là. Donc oui, il y a des efforts là-dessus, mais c'est purement de la recherche pour l'instant. Pour les patients, 0. Pour les médecins, 0. C'est pas la Sécu qui paye, c'est une enveloppe spéciale. C'est à peu près un séquençage de génome, c'est à peu près autour de 4 000, 5 000 euros. L'intérêt, c'est qu'on le fait une fois. Puis après, si dans 5 ans, on veut revenir pour réinterpréter les résultats, on revient dessus, on travaille dessus. Les patients ne payent pas. Ça, c'est l'avantage de la France. Une lettre d'adressage, c'est bien si vous en avez parlé au psychiatre et que le psychiatre est OK, il y a besoin d'une lettre d'adressage. S'il n'y en a pas, parce que le psychiatre ne comprend pas mon jeu, vous mettez juste un mail, on se débrouille. Mettez bien que vous êtes venu dans la conférence Kinoï, comme ça, moi, après, je sais où est-ce qu'on s'est vu. Les schizophrènes, dans le temps, dans tous les pays et tout le temps, par la génétique. Ben, 1% mondialement de tout le temps, parce qu'en fait, ça c'est une vraie question, c'est qu'en gros, pour la faire courte, mais en gros, Darwin, il a échoué avec la psychiatrie, quoi. Et non, parce qu'en fait, si vous imaginez qu'un patient avec une schizophrénie, il est malade, il devrait. Les patients avec une schizophrénie, ils ont moins d'enfants. En fait, si c'était purement génétique, en fait, finalement, quand ils ont moins d'enfants, ça ne se transmettrait plus. Donc ça devrait disparaître comme maladie. Alors, une des explications, c'est que comme génétique ne veut pas dire héréditable, ça peut être des mutations qui réapparaissent. En fait, peut-être que ça fait qu'à chaque génération, on recrée une anomalie génétique qui, hop, et on n'a pas bien compris ça. Et c'est vrai, c'est hyper intéressant de manière même aussi philosophique. Alors moi, je voulais juste faire une réflexion par rapport à ce que vous disiez tout à l'heure pour répondre à la dame. Est-ce que les psychiatres qui du coup voient un petit peu leur métier en danger par la recherche, justement, mettent pas des freins à développer et à pas envoyer leurs patients faire de la génétique? Si je peux partiellement vous répondre et partiellement vous inviter à ce qu'on travaille ensemble là-dessus. Parce que dans le projet Schizome, on va revenir vers vous pour associer les associations, mais je vais essayer de contacter aussi les psychiatres pour comprendre pourquoi ils sont réticents. En fait. Parce qu'en fait, quand on les parle en one, c'est très intéressant, puis après, ils ne font pas.
En fait, on a déjà fait un sondage avec une collègue qui est maintenant psychiatre en pédopsie à Necker, Emilienne Santen, c'est toute sa thèse. Alors, on a envoyé un questionnaire sur Internet et on a eu une centaine de psychiatres qui nous ont répondu. Alors, c'est à la fois peu par rapport à une population, mais surtout, je pense que ceux qui ont répondu, c'est des gens un peu sensibilisés. C'est plutôt au plus des jeunes psychiatres qui nous ont répondu. Et je pense que les pratiques sont en train de changer. C'est-à-dire que le vieux psychiatre de 60 ans, il ne croit pas trop à la génétique parce qu'il n'a pas grandi là-dedans. Par contre, j'ai l'impression que les jeunes psychiatres, ils ont une appétence pour cette question-là. Aujourd'hui, c'est, en gros, c'est un peu de jeunes psychiatres qu'il ne faut pas imiter pour diagnostiquer schizophrénie. Enfin, il faut la faire. Oui, moi-même, on va la faire. Mais en gros, l'IRM, c'est pas une urgence, quoi. Mais l'IRM dans la schizophrénie, c'est un réflexe qui est assez bien placé. Pourtant, le taux d'anomalie qu'on voit à l'IRM, il est très faible. Il y a très petit moment où c'est le taux de l'IRM. C'est plutôt pour un but en plus systématique. Du coup, maintenant, on va parler avec la génétique avec un taux de succès qui est plus important. Donc, je pense que les connaissances, elles prennent du temps à s'updater. Et en fait, elles ne s'updatent pas tellement dans l'esprit des gens. C'est juste qu'on change les générations. C'est comme ça qu'on améliore. Donc, je pense que on repasse le sondage dans le cadre du projet Schizo, et qu'on dise quels sont les freins à ça. Oui, ça sera intéressant. La question, c'est du quantitatif et du qualitatif. Et je pense que moi, je n'ai pas l'expérience de faire du qualitatif, je fais beaucoup de quantitatif, mais pas de qualitatif. Mais je pense qu'il faudra qu'on ait des gens là-dessus. C'est bien que vous soyez aussi associés à la réflexion. Oui, je voudrais vous demander, si j'ai bien compris, est-ce que c'est valable pour les types de schizophrénie ou c'est quand il y a un problème particulier? Est-ce que ça peut générer une démarche spécifique pour le traitement? Alors, je vous réponds avec un graphique. Bien compris. Je vous réponds avec. Pour accéder au séquençage de génome retenu par la France, c'est ça. Il faut un diagnostic de schizophrénie. Il faut avoir fait un premier examen qui est de rechercher s'il manque un chapitre ou s'il y a un chapitre en trop. Ça, c'est voilà. Et il faut la présence d'un des critères suivants. Ils sont assez, vous voyez, ils sont assez stricts, comme ça. Mais c'est âge de début avant 13 ans, c'est plutôt rare, c'est des formes très précoces. Résistance au traitement, ou en effet indésirable des traitements. En gros, ça vous mettait un petit peu de risperidone, alors 1 demi-gramme, le patient est complètement bloqué, c'est bizarre, mais pensez qu'il y a autre chose derrière, ou des hallucinations visuelles au premier plan. Souvent, quand même, c'est des hallucinations auditives dans la schizophrénie. Donc, il en faut un de ceux-là, qui est un critère psychiatrique, et puis un critère qui est non psychiatrique, qui est des difficultés neurodéveloppementales ou des troubles cognitifs neurodégénératifs, des formes un peu très, très sévères où le patient perd les capacités, scolarité spécialisée, mouvements anormaux, épilepsie, une malformation ou des antécédents familiaux qui évoquent qu'il y a quelque chose qui se passe. Vous voyez qu'en fait, on a assez vite quand même quand on en prend un de ceux-là. C'est des situations très, très particulières. Pas tellement parce que, regardez un petit peu, résistance au traitement. Il y en a beaucoup qui sont 30% à peu près des patients. Et puis, antécédents familiaux et locataires de pathologie génétique, c'est, moi je joue un peu sur les critères en disant, bah, si vous avez des antécédents familiaux, c'est locateur de pathologie génétique. Et si vous n'avez pas d'antécédents familiaux, bah, c'est aussi locateur, parce que c'est peut-être une erreur de recopiage. Donc en fait, dans tous les cas, vous êtes à peu près dans ces critères-là. Surtout qu'on est en train de discuter de les ouvrir. Je vous dis pourquoi on les ouvre. Je vous ai mis une diapo un peu cachée, je vais essayer de vous montrer si je peux faire ça. On a commencé par ça pour essayer de convaincre un peu les pouvoirs publics de nous autoriser à faire le séquençage. Donc on a mis des critères un peu stricts d'entrée. Je ne sais pas si j'ai encore une. Non, voilà. Ouais, c'est pas dessus. On a mis des critères un peu stricts d'entrée, mais on va les adapter. Et on arrive un peu à les contourner par d'autres techniques. Donc, en gros, il n'y a pas tellement de freins à y aller. C'est juste que dans ces critères-là, on sait qu'on a plus de chances de trouver des choses. Il y a plein de trucs. Ça ne veut pas dire qu'il faut se restreindre à ça. En gros, on a réussi à trouver une solution pour un tous les patients. Globalement, si là, en 2023, quelqu'un vient me voir et qui ne remplit pas ces critères-là, je vous propose d'autres choses, qui sont toujours gratuites pour le patient, etc. Je propose d'autres choses qui permettent d'accéder au moins à l'état génétique. La difficulté, c'est de faire venir de la mission. Oui, les personnes qui viennent et qui comprennent les enjeux et l'intérêt.
Ce qui est noté là dans la puce à ADN, elle recherche quoi? Elle recherche les mutations les plus couramment retrouvées. Elle cherche les manques de chapitres dans un livre. C'est vraiment les délétions duplication. Et sur ce sujet, dans certaines pathologies, je précise que je suis médecin, il y a une grande fréquence justement des mutations des novo. Quelle est la fréquence, à votre connaissance, de ce cas-là? Et puis, quand on cherche à les dépister, par définition, souvent, les de novo, elles sont très diverses. Donc, il y en a une multitude de mutations possibles. En fait, les mutations de novo, c'est le plus facile à trouver. C'est l'histoire de les parents n'ont pas d'anomalie, puis les enfants, il y a une anomalie. C'est archi simple aujourd'hui, parce que vous séquencez les trois, puis vous dites, si il y a un gène, est-ce qu'il y a une mutation de novo? Alors, on a tous des mutations de novo, on a tous des fautes de frappe, donc on peut le cacher. C'est comme ça qu'on n'est pas exactement la copie de ses parents, et puis que l'espèce évolue. C'est une chose normale. Mais quand vous avez une mutation de novo qui touche un gène du cerveau, bah là, ça peut donner des troubles. Donc, c'est archi connu, c'est archi su, donc c'est le cas facile. Ça, c'est pas très dur. Maintenant, quand on fait un séquençage de génome, on a d'autres scénarios possibles. On a est-ce que les deux parents, par chance, ils avaient deux particularités qui, quand elles sont combinées, ont donné des troubles? Est-ce qu'il y avait une particularité qui était sur un chromosome bisexuel? Vous savez que les femmes, elles sont un peu plus protégées de ça parce qu'elles ont deux chromosomes sexuels, donc deux chromosomes X. Donc les femmes, il y en a un qui dysfonctionne, c'est pas grave, il y a l'autre qui prend le relais. Mais les garçons, on est un peu moins bien fait. On a un X et un Y. Donc le Y ne compense pas trop. Donc des fois, ça arrive qu'il y ait des transmissions par les mamans. Pour rien, évidemment. Et du coup, les garçons sont malades dans la tête. Donc, il y a plein de modes de transmission différents. Il peut y avoir du dominant, il peut y avoir du récessif, il peut y avoir du composite, il peut y avoir des oligogènes qu'on ne sait pas chercher. Et donc, il y a plein de choses. Les connaissances génétiques, les techniques, elles sont là, on les connaît, on sait les faire. Les connaissances génétiques, elles évoluent perpétuellement dans la schizophrénie. L'an dernier, il y a un premier papier qui est sorti dans Nature, une très grande revue, qui dit qu'il y a 10 gènes. On sait que s'il y a une mutation dans ce gène-là, que ce ne soit pas des novos ou pas des novos, on s'en fiche, c'est causal, c'est ça qui cause la schizophrénie, hein, c'est des gènes de glutamate, c'est des gènes de, peu importe, les épigénétiques, etc. Et dans la même année, il y a donc là, c'est l'article qui sort en avril. En septembre, il y a un congrès. Donc là, c'était un article, un effort, il faut imaginer, hein, c'est 20 000 patients, 100 000 contrôles, c'est un effort international qui trouve 10 gènes. Et des collègues anglais qui disent, oh, il y a des 10 gènes, mais il y en a 50 plus, regardez. Donc c'est là, dans l'année, vous avez une évolution comme ça. Donc ce qu'on sait aujourd'hui, en 2023, c'est ces 15 gènes. On en connaît d'autres, hein, les là, mais ceux-là, on les connaît bien. Peut-être que dans l'année, je vais en avoir 10, 15, 20 qui vont apparaître encore. Ce qui est intéressant, c'est que ça va à une telle vitesse qu'on va améliorer nos capacités à le faire, à comprendre ce qui se passe. Et ça veut dire qu'une fois qu'on a fait le test génétique, on ne l'a pas fait ad vitam aeternam, on ne l'a pas fait pour toujours. Les données, elles sont ici, on les a stockées. Mais la lecture qu'on en fait, elle peut prendre plusieurs années des fois. Donc en fait, une fois qu'on a fait le test, moi je rends un résultat au patient en disant, écoutez, si on l'a trouvé, c'est génial, on a trouvé, on a l'explication, on a mis le nom, on a mis le doigt sur quelque chose. Ça ne va pas forcément changer le traitement, mais ça peut donner des pistes de compréhension, des pistes éventuellement d'adaptation au traitement. Autre cas de figure, on n'a pas trouvé, mais je ne lâcherai pas l'affaire. On s'en reparle dans un an, parce que peut-être que dans un an, je pourrais écrire encore la critique. On s'en parle dans 2 ans, parce que peut-être qu'encore je connais les choses, etc. Et donc, du coup, vous voyez qu'en fait, c'est un truc qui est en perpétuelle évolution. En fait, on est au début de cette courbe d'apprentissage. Un jour, on aura expliqué, alors je ne sais pas jusqu'où on va expliquer, on expliquera 30, 40, 50, 60% des schizophrénies, j'en sais rien. L'autisme, aujourd'hui, c'est 30% des cas qui sont expliqués par la génétique. Déficience intellectuelle, c'est 60% des cas. Schizophrénie, moi, à la louche, comme ça, je vous dis entre 5 et 10% aujourd'hui, globalement. On a fait les études pour savoir combien de cas on est 5 à 10%. Encore plus dans les formes sévères comme ça. Là, c'est pas du tout des choses qu'on a vraiment fait de manière fine, mais en gros, avec ces critères-là, qui sont quand même des critères voilà, qui sélectionnent des patients difficiles et tout ça, enfin difficiles en termes de prise en charge et en termes de symptômes, on est autour de 30% d'explications. Un cas sur 3, je trouve quelque chose. Et puis voilà, c'est bon, j'ai trouvé pourquoi vous avez dit schizophrénie. Mais vous voyez que c'est quand même très sélectionné. Donc, si je sélectionne moins les patients, probablement, je peux vous plus en dans le cadre. Ça répond à peu près à la question. Oui, moi, il y a quelque chose qui m'interpelle parce que chez mon fils, les premiers critères, enfin, les premiers éléments qu'on a trouvés, c'est qu'il était épileptique avec une trop grosse difficulté à équilibrer. Et moi, j'ai eu le sentiment
cette épilepsie l'épuisait psychologiquement. Alors, je sais que c'est une question à loin, mais est-ce que c'est l'épilepsie qui a déclenché la schizophrénie? Ou est-ce que... Une question à la loi. C'est pas du tout une question à la loi, c'est une question hyper importante. En fait, cette question-là, j'imagine que derrière la question que vous avez, c'est est-ce qu'on a maltraité l'épilepsie et que c'est pour ça qu'il a déclenché le schizophrénie? Est-ce qu'en gros, je suis coupable de ne pas avoir tiré la d'alarme avant, ou est-ce qu'il y a un médecin qui a mal fait le job de traiter l'épilepsie, ou est-ce qu'on a fait des médicaments qui correspondent et qu'on n'a pas réussi à comprendre ce qui se passait? Et en fait, je vais vous dire, il est possible, je ne sais rien, que si on fait cet état génétique, on trouve une anomalie génétique. La personne qui fait que à la fois il y a la schizophrénie et à la fois il y a l'épilepsie. Pourquoi? Parce que les gènes développement cérébral peuvent donner plusieurs types de maladies. Donc il y a des gens qui ont des comorbidités. Alors je vous disais, le patient il a des problèmes rénaux, des problèmes ophtalmo, des problèmes psychiatriques. Parce qu'il a une anomalie génétique qui fait que différents organes sont touchés. Et c'est vrai au sein du même organe encore plus. C'est-à-dire qu'il y a des anomalies génétiques qui donnent à la fois de l'épilepsie et à la fois de la schizophrénie. Donc, plutôt que de dire on n'a peut-être pas bien pris en charge l'épilepsie, le cerveau s'est épuisé, ça a donné une schizophrénie, il est possible qu'il y ait une anomalie génétique qui ait donné l'épilepsie et qu'en grandissant, c'est donné une schizophrénie. Mais cette question-là, je ne peux pas y répondre tant qu'on n'a pas l'anomalie génétique identifiée. C'est une hypothèse. Mais ça vaut le coup de faire le test. On disait, est-ce qu'on peut avoir en même temps une schizophrénie et un autisme? Oui, très, très courant. Archi courant. Alors, c'est pas les dans les médecins. Non, parce que je vais vous dire une anecdote. Vraiment, je vais me faire envoyer des tomates à la figure après de sortie de la salle, hein, mais par les collègues psychiatriques. Un jour, j'appelle une collègue et je dis bon, alors ce patient-là, je pense qu'il a une forme d'autisme. Pas du tout, il est intelligent. Et je me dis, mais on s'est pas compris, quoi. Quand on parle d'autisme avec elle, elle pense au tableau d'autisme archi sévère, qui parle pas, qui est complètement pas du tout autonome, qui vit dans un milieu spécialisé. C'est vrai qu'ils connaissent un bout de la lorgnette du spectre. Et je leur veux pas parce que c'est pas des choses qu'on étudie dans les. Vous savez, moi j'ai fait, je crois, 2 heures de cours sur l'autisme dans toute ma formation de médecin. Hein. Et pas beaucoup plus parce que j'ai pris la psychiatrie, je crois que j'ai peut-être eu quelques heures de plus sur la formation, mais quasiment rien. En fait, tout ce qu'on a appris, c'est déjà grâce à un malade, on avait le bureau juste en face l'un de l'autre à l'hôpital. Et c'est les mêmes gènes. C'est ça qui est incroyable. Et en fait, alors du coup, je profite juste sur cette histoire parce que ça me fait penser à d'autres trucs. En fait, l'autisme, c'est un spectre. Donc en gros, les formes très 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 rares, enfin très 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 sévères, elles sont connues par un peu par les psychiatres, mais les formes très légères, elles ne sont pas du tout connues. Donc il y a plein de patients autistes qui ne sont pas du tout diagnostiqués. Et ces patients-là, quand ils vieillissent, quand ils arrivent à l'adolescence, il peut y avoir la double peine. C'est-à-dire on se prend autisme, et puis adolescence, on bascule dans autre chose, peut être une schizophrénie. Et donc les maladies, elles sont assez commandes. Je ne dis pas que tous les autistes vont devenir schizophrènes, dans mais oui, il y a des risques. Et donc ça veut dire qu'il faut aussi là faire de ça une force en disant, quand on a un trouble du spectre de l'autisme, il va falloir faire attention à l'adolescence parce qu'il peut y avoir évolution vers vers une dépression archi fréquente, vers de l'anxiété. Et donc il faut suivre les choses à l'adolescence. Maintenant, sur la génétique, ce sont en grande partie les mêmes gènes, avec l'épilepsie, l'autisme, schizophrénie, etc. Donc en fait, pour ça qu'il y a une évolution vers les différentes maladies. C'est que le gène, à un moment du développement, en gros, dans le ventre, le cerveau est en train de développer, donc le gène qui donne l'autisme, il est déjà présent. Le cerveau il se développe d'une certaine façon pendant la grossesse. À la naissance, on voit en gros les difficultés d'interaction sociale jusqu'à 2-3 ans qu'après, bon, voilà, c'est bon, probablement, il y a aussi l'autisme. Qu'est-ce qui se passe à l'adolescence? Le cerveau il continue à évoluer, à maturer. Et c'est le même gène qui se réallume et qui dit tac, ah, maintenant c'est moi qui reprends le relais, c'est l'adolescence, il va falloir travailler des neurones comme ci, comme ça. Et donc on développe une schizophrénie. Parce qu'en fait, le gène, il ne s'exprime pas qu'une fois pour la vie, il s'exprime à un certain moment, que du coup, il pousse la personne vers telle ou telle évolution. Ce n'est pas inéluctable, ce n'est pas automatique. Et c'est pour ça qu'il y a des formes autistes schizophréniques. L'autre chose, c'est que
la schizophrénie contient des symptômes qui, des fois, se rapprochent du psychotisme. Donc, il faut vraiment faire la part des choses, il faut relire l'histoire. Moi, ça commence à devenir un peu moins ma spécialité, mais Mona Moala, elle connaît bien ça. Bipolarité et schizophrénie, beaucoup de liens. Beaucoup de liens entre schizophrénie et bipolarité sur le plan génétique aussi. En fait, vous avez des fois des patients qui en a un qui est bipolaire, le frère a la schizophrénie, l'autre il a un type. Tout ça, c'est des trucs assez proches. J'ai beaucoup de professionnels qui me contactent notamment sur la confusion entre les TSA, donc les autistiques, et la schizophrénie. Il y a des diagnostics de schizophrénie qui sont posés. On s'aperçoit qu'en fait, c'est une TSA. Comment, comment répondre à ces professionnels, c'est-à-dire comment refaire marche arrière en fait. La question c'est ça, c'est reposer le diagnostic. Ça fait partie des plans d'autisme, les derniers plans d'autisme en fait, qui ont été lancés, c'est de pouvoir questionner les diagnostics de schizophrénie qui ne seraient pas des schizophrénies. Alors, il y a la question des schizophrénies qui n'en sont pas et qui sont en fait des autismes, qui seraient, par méconnaissance du diagnostic, on serait passé à côté. Et il y a la question des doubles diagnostics, comme disait Boris. Effectivement, on a une population générale 1% de schizophrénie, population autiste, on est plutôt aux alentours de 7 à 9%. Donc, ce n'est pas non plus la majorité, mais le risque est très augmenté de développer une schizophrénie, justement, d'un point de vue génétique, principalement. Et alors, du coup, la question, c'est vers qui on adresse. C'est un petit peu ça. Hein. En Île-de-France, il y a un centre qui a été mandaté pour ça, c'est le centre de la Pitié-Salpêtrière, qui a été mandaté justement pour. C'est Hélène Bulzer, docteur Hélène Bulzer, qui a été mandatée justement pour envoyer potentiellement des équipes. Alors, c'est pas vraiment des équipes mobiles, mais c'est des équipes qui vont former des équipes sur certains hôpitaux, certains centres pour les personnes institutionnalisées. Hein, ils ont été mandatés pour ça. Pour les personnes non institutionnalisées, parce que dans les institutions, il y a beaucoup probablement de faux diagnostics de schizophrénie qui sont en fait des autismes. Pour les personnes non institutionnalisées, il y a des centres experts, centres référents sur l'Île-de-France. Donc, il y a le C3RP, dont je vous ai parlé, je vous ai dit qu'on faisait de la réhabilitation, qu'on faisait d'autres choses. Et c'est ça ce qu'on fait aussi. Donc, c'est du diagnostic troubles du neurodéveloppement adulte, donc adulte à partir de 15 ans. Et après, il y a le centre expert troubles du spectre de l'autisme à Créteil. Celui de Versailles n'est pas encore vraiment. En fait, il y a pas de message. Voilà. Et donc, il y a les trois centres principalement, donc la Pitié-Salpêtrière, le centre expert de Créteil et le C3RP. Ce sont les centres auxquels on peut. Et là, il n'y a pas besoin d'adressage médical, pour le coup, je le précise par rapport à la question précédente. Pas besoin d'adressage médical, les patients eux-mêmes peuvent véhiculer, le patient doit être demandeur quand même de revoir le diagnostic. Un tout petit commentaire par rapport à ce que tu me dis, parce que, effectivement, quand on me pose la question, j'envoie toujours vers Mona, parce que je fais peut-être bien, mais ça m'envoie effectivement qui La question, en fait, à la fin, elle a peu d'intérêt. Donc, je dis juste pourquoi, parce que, oui, si vous voulez une reconnaissance du diagnostic et un tampon pour mettre sur le dossier MDPH, ça c'est intéressant. Mais si vous voulez soigner votre proche, soigner avec le symptôme qu'il y a, s'il y a des difficultés d'interaction sociale, faisons éventuellement des unités sociales. En fait, il faut qu'on arrive à se changer nos logiciels en disant on ne fait plus des catégories diagnostiques, où on dit ce patient-là il a une schizophrénie, celui-là il a un autisme, celui-là un trouble bipolaire. Puis en fait les choses elles sont un peu confuses. Alors on dit en fait il y en a ils sont un peu entre la schizophrénie et la bipolarité, on va dire schizo-affectif. Celui-là un peu entre l'autisme et la schizophrénie, puis c'est une comorbidité, puis en fait il a aussi un trouble anxieux, alors du coup on va rajouter la puis il a un problème alimentaire, on veut mettre une anorexie. Ok, si vous voulez, on met le tampon de ce qu'il a et puis on fait le dossier MDPH. Mais la question, c'est qu'est-ce qui se passe sur le plan de la biologie derrière. Et donc, du coup, quand on aura ces histoires d'anomalie génétique, on vous dira ce patient, il a une anomalie de tel gène. C'est ça qui explique les troubles psychiatriques. Point. Et après, je traite des choses que je vois. Je vous dis ça parce que c'est l'évolution de la médecine qu'on a vu dans plein de trucs. C'est la même chose. Imaginez, vous arrivez dans un service et on vous dit ce patient-là, il a de la fièvre. Ah bon, il a une fièvre à combien? Il a une fièvre à 38. Ah d'accord, à 38, alors on va mettre du paracétamol. Et puis le patient à côté, il a de la fièvre. Ah oui, d'accord, il a de la fièvre à 39. Alors 39, non, 39, c'est corticoïde. Ah bon, le patient a de 39,5. 39,5, c'est anti-inflammatoire. Vous voyez, imaginez qu'on fasse de la médecine comme ça, c'est pas possible. On dit le patient, il a de la fièvre. Pourquoi il a de la fièvre? Parce qu'il a une infection, ou parce qu'il a un cancer, ou parce qu'il a une maladie auto-immune. Qu'est-ce qu'il y a en dessous qui explique la fièvre? Alors bien sûr, je traite la fièvre. Je vais lui faire baisser la température, mais derrière, je vais traiter
la cause. Il faut que, à terme, on fasse la même chose en psychiatrie. Qu'on dise, il a des éléments délirants, ce patient-là, bah, je lui mets un antipsychotique, c'est comme ça que je peux diminuer le délire. Mais j'ai rien compris derrière à ce qui se passait. Et donc, du coup, je veux comprendre ce qui s'est passé. Déjà parce que comprendre, c'est déjà et concevoir un peu plus les choses, pouvoir se représenter ce que c'est que la maladie. Et puis parce qu'à terme, ce que je veux, c'est un traitement qui traite la cause. C'est un peu futuriste pour le coup, et j'ai pas envie de vous donner des faux espoirs. Je vous dis qu'on est très loin de ce chemin-là. C'est ça sur quoi il faut qu'on aille. Non, on est très loin dans le monde de comprendre ce qui se passe. Il y a un projet de PEPR Propsy qui est fait pour de la médecine personnalisée. C'est exactement ça. C'est qu'on se rend compte que quand on traite les patients de la même façon, il y en a plein qui vont laisser sur le carreau parce qu'ils ne vont pas répondre au traitement. Alors, et qu'est-ce qu'on fait en psychiatrie? On fait des essais-erreurs. Bah, le patient il vient avec des hallucinations, je lui mets un peu d'aripiprazole, mais ça ne marche pas, bah, je sais pas, je vais mettre de la risperidone. Alors, la risperidone ne marche pas, bah, je vais mettre la clozapine. La clozapine ne marche pas, bah, je suis pas embêté avec la clozapine et allez, un anti-épileptique. Ça ne marche pas, je vais faire des OCT, etc. Oui, on a raison, les traitements, ils améliorent les patients. Mais on fait des essais-erreurs, on fait des séquences comme ça. Et pendant ce temps-là, le patient n'est pas bien pris en charge parce qu'évidemment, il y a des symptômes, la famille souffre. Et surtout, on est un peu dans l'espèce d'attente de à quel moment un traitement va enfin marcher. Je ne peux pas faire autrement aujourd'hui. Je suis dans cette espèce d'essai-erreur permanent. Là, à terme, ce que j'aimerais qu'on arrive à faire, c'est qu'on comprenne d'où viennent les choses, qu'on dise ce patient-là, il a une anomalie à cause de ça, et je vais le traiter comme ça. Je vous dis ça parce que c'est exactement ce qui se passe dans les maladies rares ailleurs. Si vous regardez par exemple le syndrome d'Angelman, on ne peut pas parler ici, mais c'est des patients qui ont l'autisme, mais un autisme, ils sont plutôt très sociaux, très joviaux, etc. Il y a des essais cliniques, des morts avec des molécules spécialisées pour traiter la cause de cette maladie-là. Ce n'est pas de la thérapie unique, c'est d'autres choses. Donc on dit, ce patient, c'est l'anomalie génétique, on fait un traitement pour l'anomalie génétique. Donc c'est ça. J'espère à terme qu'on va arriver à faire en psychiatrie, en ayant compris la cause. Mais ça va demander des millions et des millions et des millions d'euros, des dizaines et des dizaines et des dizaines de chercheurs et des heures de délai, des courses à mieux. Je vais prendre une dernière question parce qu'on est un peu en retard. Je voulais remercier les personnes qui sont en visio. Il y aurait une question à vous poser. Donc, il dit bonjour, merci pour votre travail. La réticence des psychiatres vient aussi du fait que ça change leur regard à la prise en charge. Il faut qu'ils comprennent l'importance de donner du sens à ce que vit le patient. En fait, c'est exactement ça. C'est-à-dire que ça met du sens à ce que vit le patient et la famille. Ça ne sert pas à rien parce que derrière, je peux conseiller la famille. Et puis, ça ne sert pas à rien parce qu'il y a quand même des moments où j'adapte les traitements. J'ai donné l'exemple de la délétion d'un occurrence. Au Pyramide, des syndromes de Prader-Willi. Il y a plein de choses, il y a plein d'exemples comme ça qui commencent à se faire. Et le patient, là, alors c'est cas rare, hein, mais le patient qu'on a sorti un peu d'affaires avec des vitamines, c'est un cas comme ça, mais c'est un cas que je vous montre comme ça parce que c'est une belle réussite. Et c'est probablement des choses qui vont se multiplier parce qu'on ne toujours pas l'examen, puis on a chance de trouver des choses comme ça. La seule question, c'est combien de cas on explique, combien de cas on arrive à traiter à la fin. J'en sais rien. Et donc, il ne faut pas se dire je reste sans espoir. Il y a des choses qui vont avancer dans les années qui viennent. Merci beaucoup. En termes d'agenda, on a 60 minutes pour le déjeuner. Il n'y a rien de prévu. Il ne pas plus. Peut être là, c'est la responsabilité. On se retrouve pour ceux qui reviennent. Bon appétit à tous. Il va se faire c'est quoi?